Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nutrition et de comment cette dernière peut influencer les performances athlétiques d'un individu. Si on s'amusait à demander à des passants dans la rue ce qu'il faut manger pour bien performer lors d'une activité physique, presque 100% des réponses seraient qu'il faut manger des glucides et en particulier des sucres lents comme des pâtes ou du riz. Cette croyance qu'il est nécessaire de consommer des glucides afin d'avoir de l'énergie pour avoir des niveaux de performance respectables ne date pas d'hier. Elle est présente depuis les années 60-70, depuis qu'un groupe de chercheurs a publié une étude menée en Suède, étude qui fait le lien entre la consommation de glucides et les performances physiques, et qui montre que lorsque les niveaux de sucre dans le sang deviennent trop faibles, il devient impossible pour les athlètes de continuer. Donc la question qui se pose est la suivante. Est-ce l'hypoglycémie qui empêche les athlètes de continuer leur effort? C'est une question que l'on est en droit de se poser au vu des résultats. En effet, d'études, il a été constaté que lorsque les athlètes ne consommaient pas de glucides pendant leur effort, leur niveau de sucre dans le sang baissait et les athlètes finissaient par être trop fatigués pour continuer. Or, si on leur donnait des glucides pendant leur effort, ils pouvaient continuer, ce qui implique que l'arrêt de l'activité n'a pas de lien avec les réserves de glycogène dans les muscles. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut essayer de visualiser ici, c'est en fait que dans ces études-là, il y avait des graphes globalement. Et ces graphes, eh bien, on voyait donc le taux de sucre dans le sang des athlètes qui diminuait et lorsqu'il atteignait eh bien, un certain niveau, bah, là, les athlètes ils pouvaient pas continuer à s'entraîner. Et donc leur niveau de sucre dans le sang il baissait à cause de leur effort physique. Mais comme on l'a dit, si on leur donnait s'ils consommaient des glucides pendant leur effort, eh bien, là, pour le coup, ils étaient en mesure de continuer plus longtemps que, si on ne leur en donnait pas. Voilà, donc c'est ce qui implique que, c'est pas une question de réserve de glycogène dans les muscles, pour le coup, puisque, ben, si c'était le cas, même si on réapprovisionnait en glucides pendant l'effort, bah, en fait, ce qu'on a apporté, bah, ça a pas le temps d'aller se transformer en glycogène et d'être brûlé directement. Donc, voilà, ça prendrait quand même un peu plus longtemps. Donc ça veut dire que ça a pas vraiment de lien avec le glycogène dans les muscles. Depuis cette étude, le monde du sport, bien aidé par l'industrie, il faut l'admettre, eh bien le monde du sport admet ce mantra comme quoi il faut obligatoirement des glucides pour bien performer. Cependant, bien que dans une certaine mesure cela peut s'avérer vrai, tout de même important de noter que les entreprises de boissons énergétiques et de produits sucrés destinés aux sportifs ont légèrement fait mentir les scientifiques concernant la quantité de glucides à ingérer par heure d'effort. En effet, selon les scientifiques, cette quantité est en réalité assez faible, de l'ordre de 5-6 grammes de glucides par heure de course suffisent, hein, ou par heure tout court, suffisent à un athlète pour qu'il puisse continuer à faire son activité sans avoir à s'arrêter. Sauf que vous comprenez bien que 5-6 grammes par heure, ça fait pas beaucoup. Par conséquent, les entreprises du secteur, eh bien, elles ont mis une pression aux scientifiques pour qu'ils affirment eh bien, qu'il faut prendre entre 90 et 120 grammes de glucides par heure d'effort. Comme ça, les entreprises, elles peuvent vendre leurs produits et faire de l'argent. Parce que dans un monde où l'argent est roi, évidemment, si chaque athlète ne consommait que 5-6 grammes par heure, bah, les entreprises, elles pourraient pas vendre des trucs
assez cher et qui leur rapporterait assez d'argent. Alors que si on dit qu'il faut entre 90 et 120 grammes par heure, eh ben, ils peuvent vendre leurs boissons énergisantes, elles peuvent vendre leurs barres de céréales et ce genre de choses, ou leurs barres protéinées, et comme ça, les athlètes, ils en mangent une ou deux par séance, et ces entreprises, elles sont contentes, elles font leur argent. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, hein. Il y a toujours eu, enfin, en tout cas sur les dernières décennies, il y a eu beaucoup de corruption des entreprises vis-à-vis de l'alimentation. Donc c'est le cas dans le domaine du sport, hein, mais c'est bien évidemment aussi le cas pour la vie de tous les jours, hein, avec le mensonge de la pyramide de la nourriture qui, évidemment, eh ben, continue de nous impacter aujourd'hui et qui est grandement responsable de tous les problèmes que l'on peut voir en termes de santé aujourd'hui. La réalité est que vos muscles préfèrent brûler des graisses, peu importe le type d'effort que vous faites. La seule raison pour laquelle vous brûlez des glucides est pour les expulser de votre système, pour les expulser de votre corps, car à chaque fois que vous prenez des glucides, vous faites augmenter votre glucose et votre métabolisme entier est construit pour garder un taux de glucose plat, aussi plat que possible en tout cas. L'être humain, il a évolué de telle sorte que son corps tente de garder le taux de glucose dans le sang aussi stable et plat que possible, et ce que l'humanité a fait sur les dernières décennies est de consommer beaucoup trop de glucides, ce qui crée des pics dans le taux de glucose, et le corps dit non, non et non à ça, globalement. Et c'est pourquoi ben, vous allez brûler les glucides, peu importe ce que vous faites, vous allez en brûler car votre corps veut s'en débarrasser. En tout cas, enfin, peu importe ce que vous faites, si vous en consommez, bien sûr. Et on va revenir vers un professeur que j'ai déjà évoqué sur ce podcast, le professeur Tim Noakes, qui a une hypothèse, hein, sur la fonction du glycogène dans les muscles notamment. Et pour lui, et ça aussi, cette théorie, j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode du podcast. Pour lui, la présence de ce glycogène dans les muscles, c'est parce que notre corps, il est très intelligent, et donc en fait, il va stocker le glucose qu'il ne veut pas voir dans le sang, dans les muscles, pour que tout ce glucose soit brûlé et sorti du système. Le tout en fait dans une tentative de garder les taux de glucose dans le sang stables, hein, toujours. Ce même mécanisme, donc quand le corps voit que il y a trop de sucre dans le sang, et ben en fait il va aller remplir les muscles, le foie aussi, avec du glycogène pour en fait enlever le sucre qu'il y a dans le sang et le stocker dans ces endroits-là pour le moment où vous allez eh bien, faire vos efforts, les brûler et ainsi les enlever et les expulser de votre système. Bon, encore une fois, le but ici n'est pas de diaboliser les pâtes, le riz, les céréales, etc. Car j'estime que pour certaines personnes dans le monde, ce sont des nourritures leur permettant de survivre. Le point ici est que si vous êtes en mesure de faire du sport, d'être un athlète, même un athlète amateur, si vous êtes en mesure de vous acheter le matériel pour faire ce sport et si vous vous intéressez à l'optimisation de vos performances dans ce sport, c'est que vous avez des moyens financiers qui sont raisonnables, que vous n'êtes pas sous le seuil de pauvreté, que vous mangez à votre faim tous les jours et que vous avez même l'occasion de manger plusieurs fois par jour. Partant de ce principe-là, il n'est alors plus question de survie pour vous, mais bien d'optimisation de votre santé. Et dans cette optique d'optimisation de votre santé, les pâtes, le riz et les céréales ne sont peut-être pas les meilleurs et même sûrement pas les meilleurs aliments pour vous. Voilà, je dis pas que les pâtes, le riz, les céréales et ce genre de choses, les glucides, sont mauvais, en général. C'est juste que, bah, ils sont inappropriés parce que enfin, si vous avez les moyens, c'est inapproprié. Si vous vivez dans la précarité, si vous vivez proche de la misère, ben, vous êtes certainement pas en train d'écouter ce genre de podcast. Vous êtes certainement pas, en train d'essayer d'optimiser votre santé parce que vous êtes tout simplement en train d'essayer de survivre. Donc bah, vous allez manger ce que vous allez pouvoir vous acheter. En revanche, si vous êtes, comme je viens de le dire, en mesure de pouvoir optimiser les choses, et ben, c'est que vous avez un niveau de vie qui est relativement élevé et donc, bah, que, si vous voulez optimiser,
bah, les pâtes, le riz, les céréales, les glucides en général, bah, c'est pas forcément la meilleure source de carburant, la meilleure source de nourriture pour vous, tout simplement. Le souci est que notre corps n'est pas fait pour bien fonctionner avec beaucoup de glucides. Sauf que le régime alimentaire de la personne lambda est constitué en grande majorité de glucides, d'un peu de légumes et d'un peu de viande, d'œufs ou de poisson, hein, donc d'un peu de protéines aussi. Et notre corps, il arrive pendant quelques dizaines d'années à s'en sortir correctement avec cette surconsommation de glucides, sauf qu'à un moment, il n'y arrive plus et c'est là que l'on devient prédiabétique, puis que l'on développe un diabète de type 2 et c'est par exemple ce qui est arrivé encore une fois au professeur Tim Noakes. Un professeur qui est mondialement connu pour son travail dans le domaine des performances physiques et qui a notamment écrit le livre Lore of Running, Lore, L-O-R-E, of Running, et ce livre qui prône une consommation de glucides pour bien performer dans la course à pied. C'est-à-dire que quand Tim Noakes a commencé sa carrière, eh bien, il était convaincu par cette idée, par l'idée de l'étude que l'on a évoquée au tout début de l'épisode, et qui disait que, bah, en gros, il faut consommer des glucides parce que sinon, le taux de sucre dans le sang, il baisse trop et ça marche pas, on peut pas continuer. Donc pour bien performer, il faut manger des glucides. Donc lui, il croyait fortement en cette étude et donc, bah, il a écrit ce livre et même d'autres livres et il a prêché pendant des années, le fait de manger des glucides pour bien performer, notamment donc pour la course à pied, hein, le running. Hem Et et ben, en fait, ce professeur donc comme j'ai dit et ben, il appliquait ce qu'il prêchait, heu, sauf que, ben, au début des années 2000, après avoir passé quelques décennies à consommer de cette manière, de la manière dont il enseignait ses élèves et dont il enseignait tout le monde via ses, livres, eh bien, au début des années 2000, il s'est retrouvé atteint d'un diabète de type 2, ce qu'il n'arrivait tout simplement pas à s'expliquer parce que, bah, il suivait ses conseils, donc il suivait ses conseils en termes de nutrition, mais aussi il suivait ses conseils en termes de sport. Donc c'est-à-dire qu'il faisait du sport, il était actif, il n'était pas sédentaire et pourtant il a réussi à développer, cette condition-là. Et c'est alors qu'il a découvert, hein, vers 2010, les régimes cétogènes grâce notamment au livre Le nouveau régime Atkins, donc Atkins, A-T-K-I-N-S. Donc le livre s'appelle Le nouveau régime Atkins. Et en changeant de régime alimentaire, en passant à un régime cétogène, il a été en rémission complète de son diabète. Et depuis, eh bien, il mène des études afin de montrer qu'un régime cétogène fonctionne dans le sport et qu'il est possible d'avoir des performances similaires, voire meilleures, avec ce régime alimentaire qu'avec un régime alimentaire riche en glucides. Donc Tim Noakes, en fait, voilà, en gros, il a cru quelque chose pendant la majorité de sa carrière, puis les problèmes sont arrivés sur lui. Il a découvert une nouvelle manière de manger, il a découvert que ça ne gênait pas les performances physiques et que même ça pouvait même être bénéfique pour les performances physiques, cette autre manière de manger. Et donc, eh ben, voilà, malgré le fait qu'il ait passé des décennies à prêcher une chose, eh bien là, bah, il prêche l'opposé, tout simplement. Voilà, c'est aussi un gage d'humilité au final, voilà, de se dire: «Bah oui, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Certes, j'ai pu dire toutes ces choses, j'ai pu écrire toutes ces choses, sauf que, bah, voilà, on avance dans la vie» et puis, comme il a ce mindset, cet état d'esprit, comme moi en fait, d'être un étudiant pour la vie, c'est-à-dire, bah, de continuellement essayer d'apprendre de nouvelles choses et de creuser même les sujets que l'on pense connaître. Et ben, voilà, on peut admettre que des fois on fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Il y a déjà, on n'a pas sorti non plus énormément d'épisodes du podcast. Ça fait pas encore 6 mois hein, que le podcast est sorti, que le premier épisode est sorti en tout cas. Et pourtant, eh ben, enfin voilà, j'ai déjà évolué depuis ces premiers épisodes parce que ben, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai approfondi certains sujets et donc j'ai certaines vues, certaines choses dans mon esprit qui se sont eh bien réarrangées, d'autres qui se sont
qui ont complètement changé en fait. Et c'est aussi c'est aussi la beauté de la vie en fait, c'est de pouvoir justement changer comme ça et apprendre de nouvelles choses. Et donc, bah voilà, pour Team Nox, c'est pareil, c'est un gage d'humilité de se dire, bah voilà, j'ai fait ces erreurs, j'ai pu dire ces choses-là, je me suis trompé, et donc maintenant, bah, j'essaye de prouver que les nouvelles choses que je dis, elles peuvent tout aussi bien, voire mieux marcher. Et ça, bah, c'est quelque chose qui est quand même qui est assez intéressant et qui est assez respectable aussi. Donc voilà, donc Team Docs, il a déjà mené plusieurs études, et je crois on va en citer quelques-unes là dans la suite de cet épisode. Et puis il a aussi fait tout un énorme travail de relecture de toutes les études qui ont pu sortir sur le dernier siècle, hein, je crois. Je crois que ça concerne plus de 400 études, hein, sur les régimes cétogènes, etc. Pour voir en fait un peu quelles données on avait sur ces régimes-là. Donc ce qui est toujours très très intéressant. Donc voilà pour Team Nox. Et de même, Richard Smith, dont j'ai déjà parlé aussi, hein, dans les premiers épisodes sur la nutrition sur le podcast. Richard Smith, c'est un ancien bodybuilder, et il participe désormais à des duathlons, triathlons, voire même des Ironman, donc ce genre de compétition-là, quoi. Et lui, il a connu aussi un parcours similaire à Tim Nox. Donc Richard Smith, c'est un ancien bodybuilder, mais il a aussi un diplôme de professeur. Alors je sais plus si c'est professeur ou autre chose, mais bref, il a un diplôme dans le monde de la santé lui aussi. Et donc il a suivi un parcours similaire, hein, parce qu'il suivait les conseils diététiques qui étaient en vigueur dans le monde du bodybuilding notamment. Et il s'est retrouvé atteint de diabète lui aussi. Puis il a découvert les régimes cétogènes et partage son expérience et ses vues à ce sujet sur la santé humaine. Et il coach de nombreux athlètes professionnels et semi-professionnels désormais. Donc Richard Smith aussi, c'est une bonne référence. Vous pouvez aller voir, il a une chaîne YouTube, hein, il me semble, il a un site aussi, Keto Pro, quelque chose comme ça. Ça, je suis pas trop familier avec ce site, mais par contre, je sais voilà qu'il a un podcast, il a une chaîne YouTube, et il donne de très bonnes informations. J'ai récupéré pour cet épisode-là d'ailleurs, et pour bon nombre d'épisodes sur la nutrition qu'on a pu faire sur la chaîne aussi, j'ai récupéré souvent du contenu de Richard Smith, hein, en ce sens que voilà, j'ai récupéré des explications de certains phénomènes, etc. euh, de Richard Smith, parce que ça nous permet de bien comprendre certaines choses. Mais la tâche de ces deux hommes et de leurs collègues s'avère difficile, car la doxa est bien en place. Doxa qui dit non seulement qu'il faut des glucides pour bien performer, qu'il faut en prendre pendant l'effort, et qu'il n'est pas possible de brûler autre chose que des glucides pour des efforts de haute intensité, c'est-à-dire pour des efforts au-delà de 80% de la VO2 max, ou 80-85% de la VO2 max. Si la doxa veut que si on fait un effort qui est supérieur à 80 ou 85% de notre VO2 max, impossible qu'on brûle des graisses. Donc ça, c'est la doxa qui dit ça, mais on va voir que c'est pas forcément vrai. Ce qui a donc été fait, ça a été en fait des études sur des athlètes amateurs et professionnels, une partie d'entre eux suivant un régime cétogène et étant adaptés aux graisses, et les autres suivant un régime riche en glucides. Donc les expériences qui ont été menées, elles avaient pour but de savoir si oui ou non il était possible de brûler des graisses pour un effort de haute intensité, comme je viens d'en parler. C'était pour voir est-ce que cette hypothèse était valide ou non. Toutes les expériences ont été faites sur de la course à pied. La première d'entre elles, elle était sur une distance de 5 kilomètres, donc une course de 5 kilomètres. Donc chaque participant courait les 5 kilomètres à fond, sans manger en cours d'effort, et les résultats obtenus, ils sont sans appel. Il n'y avait aucune différence entre les deux groupes d'athlètes.
les mêmes performances ont été réalisées par les participants des deux groupes. Ce sont donc des résultats qui sont encourageants, mais les chercheurs se sont dit qu'il fallait raccourcir la distance pour permettre d'augmenter encore plus l'intensité, car les athlètes adaptés aux graisses allaient peut-être coincer si l'intensité augmentait encore significativement. Voilà, les chercheurs se sont dit, peut-être qu'il y a un plateau en fait, 5 km ça se fait encore, mais peut-être que si on réduit sur moins de 2 km, etc., et que vraiment on va chercher un effort presque maximal, Hem et ben, peut-être que là, les athlètes adaptés aux graisses, ils vont coincer par rapport à ce riche en glucides. Bref, c'est donc ce qui a été fait. La seconde expérience, elle a été réalisée sur des courses de 1 mile, donc sur des courses de, 1,6 km environ. Il y avait donc toujours les 2 groupes, le groupe qui suivait un régime cétogène et le groupe qui suivait un régime riche en glucides. Et les participants, ils couraient, ben, bien plus vite et ils couraient toujours à fond, bien sûr, sur le mile qu'ils avaient à courir, sans se ravitailler toujours, en cours d'effort. Et encore une fois, eh bien, aucune différence de performance n'a été mesurée entre les 2 groupes. 2 fois. Donc c'est très encourageant, mais il restait encore des personnes qui étaient sceptiques après cette nouvelle expérience, quant à la combustion, de graisse au-delà des 85 de la VO2 max, comme j'en parlais tout à l'heure. Et ces personnes, eh bien, elles émettaient l'hypothèse que les participants qui suivaient un régime cétogène brûlaient le glycogène présent dans leurs muscles lors des efforts intenses et pas les graisses. Une hypothèse qui se tient, hein, on peut se dire, bon, que l'on mange un régime riche en glucides ou que l'on mange un régime cétogène, c'est-à-dire pauvre en glucides, voire sans glucides tout court, on peut se dire que, bah, en fait, dans tous les cas, tout le monde a du glycogène dans ses muscles. Peut-être que ceux qui mangent des glucides, ils en ont plus que, et c'est même sûr, ils en ont plus que les autres, mais ceux qui sont au régime cétogène, ils ont quand même du glycogène dans leurs muscles. Donc, c'est une hypothèse légitime de se dire, bah ouais, mais sur 1,6 km potentiellement, bah en fait, tout le monde brûle simplement du glycogène. Sur 1,6 km, on n'a pas le temps de, de brûler toutes les réserves, dans les jambes, parce que là, pour le coup, c'était de la course à pied. Donc on n'a pas le temps de brûler toutes les réserves de glycogène qui sont présentes dans les jambes. Donc, ben, potentiellement, tout le monde brûle le glycogène, c'est pour ça qu'il y a aucune différence. Donc ça, c'est, l'hypothèse qui a été, émise par, certaines personnes, ce qui a donc mené à une troisième et dernière expérience qui a donc été mise en place, afin, d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Donc, voilà, les gens sceptiques, ils auront leur réponse à la fin de cette expérience-là. Les participants sur cette troisième expérience devaient courir 8 fois 800 mètres à fond, sans se ravitailler pendant les courses ni entre les courses. Encore une fois, on avait toujours nos deux groupes, hein, suivant le régime cétogène, celui suivant le régime riche en glucides. 8 fois 800 mètres, c'est un effort qui est tellement violent et énergivore, qu'au bout du cinquième ou du sixième 800 mètres, concrètement, il était impossible qu'il reste du glycogène dans les muscles des participants qui suivaient le régime cétogène. Comme je l'ai dit, ceux qui suivaient le régime riche en glucides, ils avaient peut-être plus et certainement même plus de glycogène dans leurs muscles que les autres. Donc eux, au bout de 5, 6, 800 mètres, il leur restait encore un peu des réserves. C'est pour ça qu'ils ont pu faire les 8 fois 800 mètres, euh, en gardant à peu près les mêmes performances à chaque fois sur sur les 800-800 mètres, parce qu'ils avaient toujours des réserves, ils ne se sont pas effondrés. Mais pour ceux qui suivaient un régime cétogène, eh bien, comme ils avaient moins de réserves de glycogène, puisqu'ils consomment beaucoup moins de glucides, voire pas du tout du coup, eh bien, au bout du cinquième ou du sixième 800 mètres, ces participants-là, ils n'avaient plus du tout de glycogène. Ce qui veut dire que pour les 2 ou 3 derniers 800 mètres, ben, c'est cette partie du groupe, donc ceux qui suivaient un régime cétogène, ils allaient être purement sur des graisses. Ils n'allaient pas pouvoir brûler autre chose que des graisses, là, pour le coup. Hem
Donc, selon les sceptiques, les athlètes qui suivaient le régime cétogène, ils devraient voir leur performance s'écrouler sur les 2 ou 3 derniers 800 mètres, comparé à l'autre moitié du groupe qui suivait un régime riche en glucides. Sauf que, surprise, bien sûr, encore une fois, les résultats ne montrent aucune différence entre les performances des deux groupes, prouvant qu'il était possible de brûler des graisses pendant un effort de haute, voire de très haute intensité, et donc qu'il n'était pas nécessaire de consommer des glucides pour ce type d'effort au final. Bien que ces expériences montrent donc que la doxa, elle est fausse, voilà, qu'il n'est pas nécessaire de consommer des glucides pour pouvoir bien performer dans des sports tels que l'athlétisme ou n'importe quel autre sport en fait, hein, pour être franc. Bien que ces expériences, en fait, elles montrent que c'est possible de bien performer sans manger de glucides, pour l'instant, c'est vrai que la doxa reste tellement ancrée que c'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en disant que si on faisait un test dans la rue en interrogeant les personnes, presque tout le monde nous répondrait qu'il faut manger des glucides parce que bah, ça reste encore ancré en nous, en fait. Voilà, c'est très compliqué de réussir à se déconditionner, en fait, de cette doxa, tout simplement, hein. C'est un peu comme réussir à se déconditionner du fait de manger 5 fruits et légumes par jour, parce qu'on nous dit de manger ça depuis notre enfance, qu'il y a des pubs qui nous le disent, etc. Voilà, ça, ce sont des doxas, c'est pareil. La viande, c'est mauvais pour la santé, ça, c'est pareil. Ça cause des problèmes de cholestérol, c'est mauvais pour le cœur, etc. Ça, ce sont des choses qui sont ancrées dans les mémoires et c'est donc compliqué de se déconditionner et de réussir eh bien, à voir autre chose, en fait. Mais voilà, il est vrai que bah, il n'y a pas que. Ce qu'on nous dit, c'est pas toujours vrai et c'est pour ça que c'est toujours intéressant bah, d'être un étudiant pour la vie et voilà, là je vous dis pas de prendre pour acquis ce que je vous dis. Renseignez-vous, faites vos propres recherches, creusez le sujet si ça vous intéresse, pour vous faire votre propre idée. Mais voilà, le truc c'est soyez ouverts, ne restez pas fermés, etc. Parce que c'est justement cette mentalité d'être un étudiant pour la vie, c'est-à-dire de rester ouvert au fait que, bah oui, on peut se tromper, on peut avoir des croyances qui sont fausses. Alors oui, ça fait un peu mal à l'ego, et puis c'est même difficile des fois de devoir changer ses habitudes, etc. Mais c'est important aussi, voilà, d'être au courant qu'il existe des alternatives, qu'il existe d'autres solutions qui peuvent être meilleures, en tout cas qui peuvent être aussi bien que les solutions, que la solution que l'on nous propose. Mais voilà, restez ouvert d'esprit et voilà, vraiment continuer à essayer d'apprendre de nouvelles choses, de creuser les sujets. Voilà, ce que vous faites déjà en écoutant ce genre de podcast. Mais voilà, allez écouter d'autres podcasts, allez lire des articles, des études, etc. pour vraiment vous faire votre propre idée sur le sujet. De plus, comme j'en ai parlé dans cet épisode et comme j'en ai déjà parlé dans les tout premiers épisodes du podcast sur la nutrition, de plus en plus d'athlètes professionnels et amateurs concourant dans des sports pour lesquels manger des glucides est la base, comme la course à pied, le cyclisme, les ultramarathons ou les ultra-trails, les Ironman, etc. Eh bien, beaucoup d'athlètes, de plus en plus, adoptent un régime cétogène et réalisent de très bonnes performances. Et surtout, ces athlètes démontrent encore une fois qu'il n'est pas nécessaire de consommer des glucides afin de performer dans ces sports-là. C'est exactement ce dont je parlais, voilà, il y a 20 secondes. Il n'y a pas qu'une seule voie. Voilà, il n'y a pas que la voie des glucides. Pour certaines personnes, les glucides, ça va très bien marcher, ça va pas leur causer de problème. Très bien, super, génial, continuez si ça, ne vous cause aucun problème. Et puis pour d'autres, bah, les régimes cétogènes vont mieux marcher, ne leur causeront pas de problème et cetera. En fait, voilà, ça va être une question de comment votre corps va y répondre, comment vous allez y répondre, et à quel point ça va être bénéfique ou non pour vous. Voilà et puis ça peut être aussi une question de préférence et cetera. Mais dans tous les cas, voilà, sachez qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il existe, des tas de solutions possibles, notamment au niveau, voilà, de la nutrition, et du sport.
Il y en a pas forcément une qui est, meilleure que les autres. C'est à vous de déterminer laquelle est la mieux pour vous, comme d'habitude. C'est à vous de tester, comme d'habitude. Par exemple, une des personnes que, Richard Smith, coach, est un cycliste, amateur qui est très proche d'un niveau, professionnel et il lui envoie en général, ses résultats sur, certaines de ses sorties et l'une d'entre elles, elle est assez, incroyable. Donc pour ceux qui, font du cyclisme et qui suivent bien le cyclisme et cetera, vous allez voir à quel point les performances sont, très, très bonnes. Donc cette sortie-là qui se démarque, c'est une sortie de 4 heures, qu'il a parcourue, avec une puissance moyenne de plus de 300 watts, ce qui est vraiment super. Le tout aux alentours de 90 de la VO2 max, ce qui est impressionnant et qui, encore une fois, illustre bien le fait qu'il est possible d'avoir des performances plus que raisonnables sans pour autant consommer des glucides. Et pour ceux qui font du cyclisme sur route, donc, vous savez à quel point la consommation de glucides, elle est prêchée dans le milieu. Voilà, même pour les professionnels, hein. Les professionnels, si vous regardez des documentaires, et cetera, vous allez voir que leurs cuisiniers, ils leur font des super repas pleins de pâtes, et cetera. Des repas à base bah, ouais, de sucre lent. Globalement, moi, je me souviens quand j'ai fait du cyclisme sur route, bah, le conseil que me donnait, mon coach, mon entraîneur, c'était, voilà, avant une compète, le soir, manger des glucides et manger, heu, allez, 2 heures avant la compétition, manger des sucres lents encore pour avoir, de l'énergie. Et puis, voilà, hein, les athlètes professionnels, on les voit pendant les courses et cetera, ils prennent des gels, ils prennent des barres. Voilà, hein, les commentateurs, on le sait, ils le disent, voilà, pour éviter la fringale, il faut les prendre et cetera. Effectivement, si vous consommez des glucides, effectivement, et que vous faites une longue, longue, longue sortie ou une sortie, très intense ou les 2, voilà, bah, forcément si vous mangez des glucides, vous allez être obligé de vous ravitailler, sinon vous allez faire une fringale, c'est presque sûr. Ce qui n'est pas le cas si vous suivez un régime, cétogène, en général. Donc voilà, ça peut vous permettre d'économiser, bah, d'économiser de l'argent, parce que comme ça vous fait moins de choses à acheter, et comme ça vous n'avez pas à manger sur le vélo non plus. Ça peut être pas mal. Néanmoins, j'aimerais une nouvelle fois faire un petit disclaimer. Si vous mangez un régime riche en glucides, cela n'est pas un problème pour moi. Comme d'habitude, je ne vous dis pas de changer de régime et d'adopter un régime cétogène. Je vous informe déjà que d'autres régimes existent et qu'ils n'ont pas d'effet négatif sur les performances physiques, en plus d'avoir de nombreux bénéfices sur le long terme au niveau de la santé pour bon nombre de personnes. Ce que j'aimerais en revanche, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. En ce sens que si vous mangez un régime riche en glucides, il faut que cela vous apporte des bénéfices. C'est-à-dire que votre expérience de la vie soit agréable et que votre alimentation n'impacte pas négativement vos journées. Car si vous vous sentez constamment ballotté ou que votre alimentation vous rend malade, ou bien vous fait vous sentir coupable, il n'est pas, ben, ça n'est pas quelque chose qui est bon sur le long terme, à la fois pour votre santé physique, mais aussi pour votre santé mentale. Donc, tant que le régime alimentaire que vous consommez vous rend heureux, vous donne de l'énergie, vous fait que vous êtes en forme physiquement et mentalement, ben, je n'y vois aucun problème. La seule chose à laquelle j'aimerais que vous fassiez attention, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, dans tout type d'épisode, que ce soit des épisodes sur la santé mentale, des épisodes sur la santé physique, sur la nutrition, peut-être même dans des épisodes sur le sommeil, j'en ai parlé plein de fois. C'est la dernière chose dans cet épisode du jour, c'est d'éviter au maximum de manger des aliments composés de plus de 4 ingrédients. Voilà, ça, vous le savez, je le répète tout le temps. Si la liste d'ingrédients
contient plus de 4 ingrédients, c'est probablement que l'aliment, il est trop transformé et donc il n'est pas bon pour votre santé, ni pour votre santé physique, ni pour votre santé mentale. Donc faites juste attention à ça et je terminerai sur ça, cet épisode, sur la nutrition, sur les performances athlétiques et la nutrition. Voilà, donc c'était un épisode, plus court que d'habitude, un épisode assez court. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi. Je vous remercie toujours pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude mardi prochain 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.